Bonjour à tous et bienvenue. Je vous propose un Café Rébellion, un entretien vidéo pour le magazine Rébellion au SRE. J'ai la chance d'accueillir Damien Tarel, l'homme qui a osé gifler le président Emmanuel Macron. Voici la 4e partie d'un entretien fleuve en 5 parties, Geek, AMHE et Gilets jaunes. J'écoute beaucoup de choses. J'ai écouté beaucoup d'électronique, j'adorais Jean-Michel Jarre. Génial. D'avoir réussi déjà à faire de la musique électronique, c'est celui qui a démocratisé la musique électronique, mais aussi qui a réussi à créer, de faire de la musique électronique un spectacle. Ça c'est quand même celui qui allait se produire en Chine, qui se produit dans les grandes pyramides. Pour moi, il y a tout un truc comme ça, il y a tout un... Voilà, c'est une musique mais pour moi. Mais un petit côté nostalgique, hein. Enfin, je veux dire, il fait plus rien. Nostalgique. Je sais pas. Non, il fait plus rien, donc il y a un côté nostalgique, et en même temps, pour moi, c'était le futur. Non, mais oui, marrant. Mais tu parles de Jean-Michel Jarre, de Conan le Barbare, là on est dans les années 80 un petit peu, non? Voilà, moi je voyais le futur. Pour moi, quand je voyais Jean-Michel Jarre, je voyais le futur, mais en fait c'était déjà le passé. Mais pour moi, c'était le futur. Je voyais le futur dans le passé. Pareil, quand je voyais Conan le Barbare, je me disais waouh, il y a quelque chose. C'était le passé. C'était un film qui est sorti en 82. En 82, voilà. J'étais même pas né quand je l'ai découvert. Alors je me dis waouh, et pourtant il est tellement actuel, il y a tellement de choses. Et bon, c'est voilà, donc en musique, je peux aussi dire que j'écoute du classique aussi. Qu'est-ce que j'écoute aussi? J'écoute plus trop de musique en ce moment. J'écoute pas mal de musique médiévale, des chants militaires. J'adore les chants militaires. Oui. Alors, je dirais pas que je l'écoute au quotidien, mais c'est des choses que j'écoute pas mal, surtout pour les chanter entre amis. On adore chanter ça avec mon ami communiste. Lui, il adore les chants militaires aussi. Mais même, ça fédère aussi. Ça fédère, c'est fédérateur, et on est là tous autour de la table, à chanter des chants un petit peu. Voilà. Tu veux chanter là? T'as pas le meilleur micro qui pourrait J'ai pas le meilleur micro pour pousser la chansonnette, mais j'aime bien, voilà, Vivant Henri IV. Souvent, je chante Vivant Henri IV. Dès que quelqu'un met la musique Vivant Henri IV, je chante. Et souvent, en soirée, c'est ma musique, on me la met, c'est ma musique. Donc je chante ça, et puis on chante avec moi. Et puis, est-ce qu'il faut accompagner cela de bière et d'alcool pour avec une bonne bière, c'est toujours mieux. Voilà, un peu de vin, parfois on met de l'hypocrase, de l'hydromel, on aime ce genre de choses. Le vin médiéval. On adore ce genre de choses. Et puis j'écoute aussi beaucoup de pop japonaise. Je trouve que c'est drôle parce que la musique pop française ne me touche pas, alors que la pop japonaise, surtout la pop japonaise des années 80-90. J'ai une période visuelle qui est... Ah, d'accord. Oui, je vois ce que c'est. Je suis allée au Japon, j'ai vu 2 groupes. Ouais. À Paris aussi, Moi dis-moi. Je sais pas si ça te parle. Oui. Le groupe Moi dis-moi, tu connais? Oui, ou l'Arc-en-Ciel, ce genre de truc. C'est marrant qu'ils aient des noms français. Ouais, ils aiment bien les sonorités, même les vêtements, le costume. Versailles, tout ça. Il y a un groupe qui s'appelle Versailles d'ailleurs. Il y a un groupe qui s'appelle Versailles aussi. Ouais. Non, c'est marrant. C'est marrant pour des fois retrouver des choses qu'on aimerait bien voir ici. On va chercher ailleurs. Pareil, ce que j'aime bien dans la J-pop japonaise, c'est ce côté simplicité, ce côté bon enfant. Et on a en fait la pop japonaise a réussi à conserver ce qu'on avait réussi à obtenir dans les années 80-90 chez nous. Je sais pas si tu vois ce côté la musique des années 80-90, c'est quelque chose. Enfin, les années 80, même en général, c'est... Moi, j'aime beaucoup les synthés ces derniers temps. Voilà, les synthés, ce genre de choses. Dépêche Mode. Voilà, des choses vachement dansantes qu'on a perdu aujourd'hui. Il n'y a pas de pop française qui est dansante. C'est très rare. Voilà. Aujourd'hui, si on veut faire de la pop dansante, on nous met du Stromae. Alors, sympa, Stromae, j'aime bien, mais il n'y a pas ce côté positif, parfois même épique, qu'il y avait dans la musique des années 80. C'était épique dans la pop. C'est marrant. Et au Japon, il y a ça. Même dans des trucs bon enfant, avec des gamines qui chantent, ils font monter le tempo, il y a un côté épique. Le côté idol. Idol, ouais, j'adore. J'adore le côté idol, et en même temps le côté, des fois ils ont vachement dans le futur, avec la musique électro, très péchue, ce genre de choses. Ça j'aime bien aussi. Ouais,
pourquoi j'aime bien le Japon, pourquoi autant de personnes aiment le Japon, je pense que c'est parce que le Japon, c'est en termes de culture musicale, c'est un peu la France des années 80. Ils aiment bien, ouais. Ils sont partis dans cette idée-là, et nous, on a changé complètement, on a abandonné, c'est devenu ringard, mais eux, ils sont restés dans ce truc-là, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de gens jeunes qui aiment la pop japonaise, en partie pour ça. Et même, j'écoute souvent de la pop japonaise des années 90, avec, voilà, c'est une ambiance très particulière, j'aime bien. Là, dernièrement, là, c'est vrai que j'aimais bien, j'écoute quelques raps. J'écoute un peu de rap. J'aime bien Ayam. J'aime bien Stupéflip. Mais tout ça, c'est presque des vieilles choses. Enfin, moi, j'aime les choses très très vieilles, mais. C'est vrai que ça commence à mieux. Parce que. Oui. Qu'est-ce qu'écoutent les jeunes personnes d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Ils écoutent, je sais pas, McFly et Carlito. Je sais pas si c'est de la musique. J'en sais rien. Big Flo et Oli, ils écoutent ça les jeunes, Big Flo et Oli. J'ai une jeune fille aux arts martiaux, elle écoute ça, Big Flo et Oli, elle adore Big Flo et Oli. Bon, c'est vrai que c'est pas trop mal. J'écoutais aussi, quand j'étais jeune, Orelsan. Alors maintenant, là, dernièrement, il a ressorti un autre truc, là, c'est un peu différent. Il a fait un clip, là, qui a fait polémique, machin, orienté, un peu extrême gauche, critique tout, les youtubeurs de droite, les zémouriens, les machins, donc il part un peu dans tous les sens, mais pour avoir écouté ses autres morceaux, en fait, non, il reste un peu fidèle à lui-même, c'est un peu ce jeune paumé qui cherche à comprendre le monde. Il a rajouté une petite dimension politique, parce que bon, il y a les élections, son manager lui a dit, allez, mets un peu de politique, ça fera de la polémique, ça fera vendre, mais sinon, ses autres albums, c'est ses autres musiques que j'ai remarqué, c'est pas mal. J'aime bien ce côté un petit peu justement de cette jeunesse paumée. Orelsan, j'aime bien, c'est un peu justement le porte-standard de cette jeunesse complètement paumée. Comment dire, qui a grandi dans cette époque de Fight Club, mais qui a pas vu le film ou qui l'a pas très bien compris. Alors du coup, qui est vraiment complètement paumé. Tu vois ce que je veux dire? La jeunesse paumée, c'est un peu ça existe depuis toujours, je crois. Bon, il y a le punk des années 70, hein, et puis même avant, hein, les Wandervogel, j'ai envie de dire, de la fin du 19e. Parce que j'aime bien tout ce qui est romantique aussi, donc voilà. Ah, oui. Mais donc la musique, le Japon, et donc tu lis des mangas un petit peu ou des animés Ouais, j'ai un peu de mangas, je regarde un peu des animés. Donc là, t'attends des références. Alors attends. Non, mais en fait, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai récemment vu quelque chose de très populaire et j'étais très contente. J'étais très contente d'aimer quelque chose que les gens aimaient beaucoup, parce que pareil que toi, quand les gens aiment beaucoup quelque chose, j'ai tendance à me méfier. Mais là, ça venait du bas justement. Et Attack on Titan, j'ai adoré. Je sais pas si tu as vu ou lu. Ouais, j'ai vu. Alors j'ai bien aimé. Je sais plus où est-ce que j'en suis dans les saisons, mais je sais où est-ce que ça part. Je sais comment ça part. Je connaissais les mangas. C'est vrai que c'est quelque chose. C'est quelque chose, que ce soit dans le dessin, dans l'esthétique, et voilà, dans tout le vieux mythe. Il y a un côté martial et militaire là-dedans. Côté martial et militaire. Voilà, quand on est confronté à une menace, il y a quelque chose. C'est le côté japonais. Hein, pourquoi dans leur manga, dans le plus innocent des mangas, dans le plus kawaii des mangas japonais, tu as la tradition japonaise qui s'incruste, alors que nous, dans le plus historique des films français, tu as l'abandon complètement de l'histoire. De toute façon, en France, même pas les trucs historiques de toute manière. Donc on fait que des trucs modernes, il faut que ça n'ait aucun rapport avec notre passé, aucun rapport avec notre valeur. Alors que chez eux, dans chaque truc, même l'attaque des titans, il y a ce côté samouraï, ce côté truc, c'est vraiment incroyable. Alors que c'est une vision fantasmée de notre Occident, l'attaque des titans, c'est incroyable. Exactement. Ça pourrait être avec des noms allemands. Voilà, avec des noms allemands, c'est comme ça. Donc c'est vraiment génial, l'attaque des titans. Et voilà, c'est. Mais je relève juste un truc, c'est qu'elle dit c'est vrai que je m'inquiète quand j'aime bien des choses que les autres aiment, mais il faut se dire aussi une chose. C'est que les geeks sont toujours en avance en termes de culture, c'est-à-dire que ce qui sera à la mode demain, c'est ça quoi. On a l'impression qu'en fait c'est toujours des ringards les geeks, mais en fait non, ce qui sera à la mode demain sont déjà aimés par des geeks maintenant. Ce qui deviendra populaire, ce qui deviendra la culture pop de demain, c'est aujourd'hui la culture niche. C'est-à-dire que dans les années 80-90, les jeux de rôle c'était un truc de niche, aujourd'hui c'est un truc
C'est tout le monde est là fasciné par le jeu de rôle. C'est pas encore ultra populaire, mais il y a une fascination du populaire sur le jeu de rôle. Tu vois. Est-ce que tu te considères geek? Oui, je pense qu'on peut dire, en tout cas, au lycée, j'étais vraiment dans cette case-là. Voilà. Moi, quand j'ai quitté le lycée, je commençais à lire Game of Thrones, et les gens me disaient, ouais, c'est quoi ces trucs bizarres, Science des Anneaux, Game of Thrones, et puis après, il y a une série qui sort, oh, t'as vu Game of Thrones, c'est trop bien. Genre de trucs, donc on a toujours été à l'avant-première, toujours été au truc, il y a toujours ce côté-là. Et c'est vrai qu'après, le meilleur exemple que je sors, c'est les comics. Les comics dans les années 80-90, c'est le truc le plus geek, c'est le truc Marvel. de niche. Voilà. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas plus populaire, il n'y a pas plus mainstream, il n'y a pas plus... et en même temps, il n'y a pas plus débectant pour un geek aujourd'hui que ce côté mainstream c'est la récupération par l'industrie, la récupération par l'industrie, exactement. Donc c'est pour ça que les vrais avant-gardistes, la vraie contre-culture, pour moi, c'est la culture du geek, de manière. C'est cette culture qui va chercher... C'est la culture de l'imaginaire, qui va chercher, qui en fait, on est un peu les explorateurs de l'univers de l'imaginaire. On est au premier. C'est nous qui défrichons la jungle. Tu vois, on est là, on avance avec la machette. Et par derrière, après, t'as peut-être les tracteurs et tout. Ils arrivent, ils vont tout aplanir et mettre des immeubles pour touristes. Tu vois, pendant que nous, on est là à explorer, voir s'il n'y a pas une cité antique, quelque chose. On est là, on lit des livres obscurs. Oui. On regarde des séries bizarres. Le mot geek lui-même a été récupéré et c'est pour ça que j'ai un peu dérangé par la récupération. Il y a des gens qui se revendiquent geek et avec qui je n'ai rien en commun, mais à la base, oui, c'est quand même des gens qui sont peut-être un peu rejetés parce qu'ils aiment des choses qui sont pas dans la culture de masse. À partir du moment où ça redevient dans la culture de masse, voilà, tu sais que ça a été un produit bien marketé par des gens qui ont des intérêts derrière, et moi je parle souvent en termes de propagande, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans le capitalisme. Enfin après il y a toujours eu de la propagande, hein, toujours plus ou moins, surtout dans les comics américains, mais là aujourd'hui, bim quoi, enfin Netflix, Hollywood, c'est waouh, c'est il faut quand même se rendre compte de ça, quoi. Des fois, c'est limite insidieux, en fait. C'est généralisé aussi, que ça soit à l'école. Moi, c'est terrible quand je vois des jeunes, là, justement, des arts martiaux qui me parlent de ce qu'on leur apprend à l'école et qu'ils en sont convaincus. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Même les parents, ils en peuvent plus. Alors, moi, pourtant, j'essaye de leur donner certaines valeurs, mais ils sont là, on leur apprend la théorie du genre, ce genre de choses, ces machines sont complètement paumées. Et c'est vrai que le geek, moi, j'avais théorisé ça quand j'étais jeune. Qu'est-ce qui définit le geek avant tout? C'est son exclusion. Donc à partir du moment où tu es l'idole des autres, tu es le machin, voilà, tu peux pas te dire que t'es geek. Tu peux avoir ce sentiment d'exclusion, que ce soit volontaire ou pas. Il peut s'exclure parce qu'il se sent pas à sa place. Un marginal, il se dit, moi, je vous laisse avec votre truc. Moi, je pars dans vos univers imaginaires. Ou alors, tout simplement parce qu'on l'exclut. Il dit, toi, tu es bizarre. Ta tête est bizarre, ça peut arriver. Ta tête est bizarre ou ton comportement est bizarre, va ailleurs, et après il n'a pas le choix, il va dans l'univers imaginaire. Donc c'est avant tout ça qui définit le geek. Et aujourd'hui, quand tu vois tous ces sujets-là qui deviennent très populaires, on voit bien qu'on n'est pas dans la contre-culture, justement, on est dans la culture pop généralisée, et cette culture pop, et voilà, elle est au service d'une idéologie qui devient une idéologie pop. Voilà, cette idéologie LGBT. Donc franchement, l'idéologie LGBT, j'ai du mal à faire comprendre à quel point c'est quelque chose de néfaste, à quel point c'est quelque chose de terrible. Tous ces jeunes, ils sont persuadés qu'on est là à défendre justement des personnes qui veulent s'identifier, s'assumer tels qu'ils sont. C'est vraiment un jeu d'inversion vraiment pervers. Hein. J'ai du mal à leur faire comprendre ce qui manque, la confrontation à la réalité, je pense. Oui, et être confiné derrière les écrans, ça ne va pas aider. Hein. Justement, ils sont très jeunes, ils sont sur ces réseaux sociaux, c'est ça qui les persuade de ces histoires-là. Toute l'idéologie politique qui touche les jeunes, elle vient avant tout des réseaux sociaux et de l'absence de confrontation réelle. Ils sont confrontés au réel par le biais des réseaux sociaux. Dès qu'ils se mettent à travailler, on remarque une transition. Je dis pas être de droite ou de gauche, c'est bien ou c'est mal, mais on manque une transition de l'extrême gauche chez les jeunes pro-LGBT à 18 ans, machin, qui se transfère à partir des premiers salaires à 21 ans, 22 ans vers une extrême droite.
C'est rigolo, comme ça, ce basculement d'un extrême à l'autre. Ah d'accord, j'avais pas vu ce profil, mais... Ça bascule comme ça, très, très vite, parce qu'en fait, ils sont confrontés au milieu du travail, ils sont confrontés à la dureté de la vie, aux grandes villes aussi, parce que quand ils sont au lycée, c'est une chose, mais quand ils vont aller faire leurs études dans les grandes villes, là, ils sont confrontés à beaucoup de choses, à la misère, au véritable harcèlement de rue. Donc là, ils sont confrontés vraiment à la véritable violence du quotidien. Alors au début, ils essayent encore de maintenir leur idéologie, mais après, ils voient bien qu'il y a comme quelque chose qui va plus loin. Qui va plus loin quand on peut se faire violer dans le métro et que personne réagit, c'est peut-être qu'il y a un souci. C'est pas qu'une question de faut éduquer vos gosses. C'est pas une question de faut éduquer vos garçons. On n'est pas dans c'est pas le patriarcat. Au contraire, je veux dire. Ça, j'en discute depuis le lycée avec mes amis. C'est un problème de mentalité parce qu'on a les moyens techniques de faire des industries autonomes, mais depuis déjà plusieurs années. Et parce que c'est on a deux idéologies néfastes qui sont l'apologie du travail et de la productivité. En tant qu'humain, tu dois être productif. Déjà, l'apologie de ça. Tu dois pas travailler, tu dois être productif. Tu dois produire. Alors on a cette idéologie-là et en même temps cette optimisation qui fait que un humain coûtera toujours moins cher qu'une bonne machine. Et c'est terrible parce que l'automatisation, on y est, mais depuis des années, c'est à notre porte. Voilà, les gens qui aujourd'hui ne travaillent pas sont très mal vus. Quand bien même ne travaillent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, le mode, c'est quand tu sois dans la case, je travaille pour gagner de l'argent, j'ai de l'argent, donc je peux vivre, et parce que je travaille, j'apporte quelque chose à la société, et avec mon argent, je peux vivre, c'est grâce à cet argent que je peux vivre. Et ça, c'est comme... Quelqu'un qui ramène de l'argent et plus, mais qui fait quelque chose de, comment dire, même de néfaste pour la société et plus méritant. Et plus valorisé que, voilà, méritant que quelqu'un qui va faire quelque chose de super incroyable ou du bénévolat dans des associations. Bien sûr, moi par exemple, j'ai travaillé dans les pompes funèbres très longtemps et c'est pour ça que c'est confrontation à la mort. Au moins, tu es sûr de comprendre le monde. Dès que tu es confronté à la mort, tu es sûr de comprendre certaines choses. Et j'ai été très tôt confronté à la mort dans les pompes funèbres. J'ai été amené à faire des techniques commerciales. On m'a vendu des techniques commerciales. Mais pas possible. J'ai vu des choses. Tu n'imagines pas. Oui. J'ai entendu dire que dans ce milieu, c'est horrible. Je suis arrivé à cette époque, c'était à 21 ans. C'était en pleine mutation. Toutes les boîtes familiales, c'était le dernier milieu de l'artisanat. Enfin, il y en a d'autres, mais il n'y a plus d'artisanat aujourd'hui en France. Mais ça, c'était un des derniers milieux où il y avait l'artisanat et en même temps le sacré. Et tout était en train d'être acheté à cette époque-là. Ma boîte, j'y suis entré dedans. Elle était en train d'être achetée et c'était vraiment très intéressant de voir le changement de mentalité, le changement de fonctionnement. Et franchement, je préfère avoir les aides sociales et ne rien faire. Enfin, je préférerais que des gens touchent les aides sociales et ne fassent rien, plutôt que de faire le boulot que j'ai fait et de faire ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait des fois c'était criminel. C'était de l'abus de confiance, c'était monstrueux. Et donc après quand tu vas me parler de ça, quand tu vas me dire oui mais il faut travailler pour vivre, il faut travailler et puis il faut que tu sois dans la petite case machin, je me dis mais attends, moi je sors mon expérience, je me dis attends mais moi je peux te dire que tu préfères que je touche les aides sociales plutôt que tu me voies au compte funèbre. Parce que là, je te niquais, en fait. Je te prenais ton argent, je prenais l'argent de ta grand-mère, et je t'arnaquais, et moi, je me faisais un salaire là-dessus. Et même pas, je me faisais même pas un salaire, je mettais de l'argent dans le salaire d'entreprise qui allait vers les cadres et les actionnaires. Donc, voilà ce qui se passait. Le public, on les a habitués à préférer les arnaqueurs que les honnêtes personnes. S'ils ne savent pas la différence. Ça c'est une valeur horrible. Non, enfin, les arnaqueurs, on les voit comme des winners et waouh. Enfin bref, c'est vraiment... Parce que le fait de se faire de l'argent, c'est un truc de winner. Se réussir, la réussite, ça c'est le modèle américain. Voilà, comme je te dis, le self-made man, il s'est fait tout seul, il a lancé sa boîte. L'argent par le vol et l'arnaque, enfin c'est ça le... Moi, se faire de l'argent, j'ai pas de problème avec ça. C'est la manière de le faire. Et même tu mets de côté l'arnaque. Quand tu bosses à l'usine et que tu te fais abrutir par du travail à la chaîne pour une usine de merde, pour faire produire des produits de merde, tu arnaques personne, tu fais de mal à personne. Enfin, c'est un peu plus honorable, mais tu ne peux pas vanter les mérites de ça. Je vais pas dire que cette personne est méprisable, mais pour elle, c'est pas
Il manque une émancipation spirituelle, enfin... Bien sûr, c'est pas une vie. Tu regardes les gens qui travaillent dans l'artisanat, mais c'est autre chose. Et l'artisanat se casse la gueule. Et nous, on est un pays d'artisanat depuis la Gaule antique, depuis les Gaulois. On est connu dans tout le bassin méditerranéen. Notre artisanat était exporté par les Romains dans tout le bassin méditerranéen, même avant qu'on se fasse conquérir par les Romains. On était connu pour nos étoffes, pour nos tonneaux, pour nos bijoux. On est là 2000 ans plus tard, en 2021, les Français, on est connus quoi? Pour notre pinard, notre couture et nos bijoutiers. Voilà, ça n'a pas bougé. Tu te rends compte? Donc on nous parle de notre industrie, de machin, de ce que tu veux. Non, ça n'a pas bougé depuis les Gaulois. Toute notre valeur, elle n'a pas bougé depuis les Gaulois, les géants qui viennent en France pour boire notre pinard, voir nos défilés de mode. Et bon, ça a muté évidemment. Mais dans les fondamentaux, ça a muté. Tout ça se sont rachetés. Ouais, c'est c'est pour ça qu'il y a des choses à défendre et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que c'est pas inéluctable entre guillemets même si on sent que c'est peut-être inéluctable la manière dont les dominants veulent construire le monde, il y a des choses à sauver, à protéger, tout ce qui est culturel, historique, et ça commence par se changer nous-mêmes. Ouais. Ça commence par se changer nous-mêmes et s'émanciper de ces modes de pensée se mortifère. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui sur le capitalisme. Là, il fait une centaine de pages. J'ai eu vraiment cours là de l'Institut Liliade. Là, il est vraiment bien. Société de marché. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Capitalisme, société de marché. Et vraiment, justement, il parle aussi du Moyen Âge et des économies médiévales. Vraiment, il prend tout. Il prend le côté marxiste, les économies médiévales. Il parle du capitalisme dans son ensemble. On a un très petit livre. Tu vois, c'est le genre de livre que tu peux conseiller à quelqu'un, que tu peux lui passer. Et ça fait un petit livre d'éveil politique. C'est pour ça que je trouvais qu'il était pas mal fait. Et c'était bien qu'il te l'envoie du coup. ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, direct, je l'ai sorti, je vais le passer à mon pote communiste, ça va lui plaire, il va voir la société médiévale. Je connais bien le marxisme, il va voir la société médiévale. Enfin oui, c'est intéressant, ça se recoupe. Tu vois, faut éviter ces petites cases, quoi. Lui, il en a bien conscience. Oui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boulot dessus avant qu'il puisse sortir, donc je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais ouais, il y a un chapitre que j'ai appelé, que j'ai trouvé une formule pas mal en prison, qui s'appelle la rhétorique des ronds-points versus la dialectique des ronds-points versus la rhétorique des plateaux télé. Et c'est justement pour expliquer ce côté-là qu'on sait que sur le plateau télé, on est sur de la rhétorique, parce que le but c'est pas de convaincre le gars qui est en face de soi, mais l'interlocuteur qui nous regarde à travers l'écran. Donc en fait, on est dans les arguments comme ça, punching, chaque part. Alors que sur les ronds-points, voilà, le spectacle. Sur le rond-point, on a été dans la dialectique. Et quand on est dans la dialectique, on avance tous ensemble, on trouve des solutions, on trouve des points d'accord, des points de désaccord. Les points de désaccord, on les dénoue pour trouver des points d'accord, et on arrive au RIC en quelques secondes. C'est incroyable. Alors que ça, le RIC à la base, c'était un truc obscur qui venait de Étienne Chouard. C'était un peu connu dans les milieux, voilà, de gauche, un petit peu de droite, bon, bof. Voilà, c'était le truc qu'on a entendu parler parce qu'on a vu 3 vidéos sur internet. Moi, j'aime bien Étienne Chouard. Étienne Chouard, je l'aime bien. J'aime bien. Et puis, pareil, un calme olympien, une gentillesse. Il a l'air gentil. C'est incroyable parce que c'est un modèle où, parce que des fois, on a l'impression dans cette société que tu peux y arriver t'as besoin de dominer entre guillemets par le jeu de la rhétorique, brutalité. Il arrive à être gentil et à donner cette impression. Je sais pas si c'est fin ou réel, mais ça fait du bien aussi. Enfin, moi, j'aime pas trop les trucs trop bien pensants, mais des fois, quand il y a une gentillesse un peu sincère, je suis quand même hyper touchée, quoi. C'est la base. Ouais, mais c'est vraiment, on sent de la sincérité. C'est pas une gentillesse, c'est pas sa gentillesse. Justement, beaucoup de gens la confondent avec à tort de la faiblesse, mais pas du tout. Pas du tout. On est attaqué comme lui. Réussir justement à pas justement se jeter sur le premier ennemi pour l'abattre et conserver justement cette empathie pour attaquer l'ennemi véritable. C'est quand même voilà une preuve de sagesse. Hein. Moi, je trouve qu'il a une très grande sagesse. Oui, une certaine humilité. Ouais, une certaine humilité. Voilà. C'est des fois à tort, on confond la fougue avec de la force, ou voilà l'arrogance avec
avec de la force, mais pas du tout. L'humilité, c'est une force. C'est très important de le conserver. Pendant les gilets jaunes, on était 1000 et on se faisait mettre en déroute par 10 bonhommes. À quelle époque tu imagines ça? On est la France, on est des chevaliers. Alors, normalement, c'est nous les 10 qui mettent en déroute les 1000. Et c'est nous qui aujourd'hui fuyons face à des gars qui sont là juste parce qu'ils sont payés. Juste parce que c'est leur boulot. Ils ont des ordres, c'est leur boulot. Mais est-ce que tu imagines la psychologie de ces mecs-là? Ils n'ont aucune détermination. Oui. Et on se fait mettre en déroute par des mecs comme ça, parce qu'on leur a donné 2-3 armes qui lancent des balles en caoutchouc. J'exagère, parce que c'est terrible, la contorsion dans la gueule, je peux te dire. Mais c'est terrible. Mais, tiens, on parlait de Mishima, je sais pas si t'as regardé, regarde Mishima, c'est un exemple. Tu vois, ils étaient 10, hop, ils ont réussi à faire quand même un truc incroyable. Il en est mort déjà parce qu'il l'a fouillé, tu vois, ça, c'est... Oui. Parce qu'il voulait aller jusqu'à la mort. Ce complexe de ne pas mourir sur un champ de bataille en guerrier. Il voulait aller jusqu'à la mort. Il voulait aller jusqu'à la mort dans ce combat. Et déjà, juste avoir cette conscience-là, sans même aller jusqu'à la mort, déjà, c'est déjà énorme. Et les manifestants aussi de l'aéroport de Narita. Je sais pas si tu as vu, tu cherches Narita Riot, Narita manifestation. C'était en 89, je crois. Donc c'était pas si longtemps. Hein. Je crois que c'était en 89. Faudra regarder. C'était pendant la construction de l'aéroport, justement, des paysans qui allaient se faire exproprier leurs terres, plus ou moins, pour construire l'aéroport. Et tu regardes comment ils manifestaient à l'époque. Tu regardes, ils arrivaient avec les rondins, ils faisaient des béliers, ils chargeaient dans les forces d'élite anti-émeute japonaises. Des Japonais, hein. Moi, la dernière fois qu'il y a un Japonais qui est venu m'interviewer chez moi, il m'a dit « Oh, moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de gifler quelqu'un dans ma vie. » Mais pourtant, quand on les menaçait, ils s'organisaient et ils criaient. Ils avaient tous des casques de chantier, tous des masques. Et le mec criait charger comme ça. Et ils chargeaient tous avec leur truc. L'esprit samouraï. L'esprit samouraï, incroyable. Et nous aussi, on avait ça. Nous aussi. Et ils ont mis le feu au canon à eau. Après, les canons à eau, ils savaient plus qu'à éteindre l'incendie dans l'autre véhicule de canon à eau. Ils ont mis en déroute toutes les forces de police. Alors, c'était que des paysans avec des casques et des bâtons et des rondins de bois. Ils n'avaient pas de lacrymo, pas de machin comme ça, rien du tout. Oui, parce que ça, là, c'est leur vie qu'ils défendent. C'est au-delà de leurs valeurs, c'est leur territoire, leur source de nourriture, de travail, de vie. C'est leur terre. Mais aujourd'hui, on n'est plus chez notre terre. On a été expropriés pendant la Révolution française. Moi, je regarde mon village. Récemment, on a aidé une dame pour mettre un plot de parking. Enfin, bref, on l'a aidé à quelque chose avec un pote. Et elle nous a dit j'ai un terrain dans la montagne d'1 hectare. Je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Génial. Je dis, super gentil. Et on est en train de découvrir avec ce terrain, parce qu'on a regardé un peu les cadastres, que toute la montagne, toute la vallée de la montagne, c'est que des terrains en friche. Et c'est que des terrains qui appartiennent à des gens qui ne sont pas au courant ou qui s'en fichent, qui sont inexploités, et qui dans l'ancien temps étaient totalement exploités. Les anciens avaient monté des murets en pierre jusqu'au sommet de la colline, comme disait, je sais plus comment il s'appelle dans sa musique. Toutes des murets en pierre montés au sommet de la colline, on est en train de les redécouvrir, on est en train de les réhabiliter. Et tout ça, c'est en friche, tout ça, c'est devenu de la forêt, voilà, avec des ronces, des machins comme ça. Alors qu'avant, les gens, ils faisaient toutes des cultures là-dedans. Bah ouais, et tout ça. Personne ne sait à qui ça appartient. Bah, c'est fait exprès, ouais. Ça appartient à quelqu'un. Ça appartient à quelqu'un, donc personne ne peut cultiver dessus. Voilà. Et nous, on nous l'a donné. Bah, écoute, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. Je vais faire mon poulailler, je vais faire des choses comme ça. On l'exploite, on fait quelque chose. C'est super. Hein. Et quand on doit s'occuper d'une terre, on a des responsabilités, c'est aussi quelque chose, quoi. On est connecté, quoi. Alors que ma mère, qui a travaillé toute sa vie, alors elle a une grande maison, elle a un petit jardin, mais elle n'aura jamais assez de place pour mettre des poules, pour faire de la culture, pour des choses comme ça. Elle n'aura jamais assez de place. Et étrangement, elle a travaillé toute sa vie et elle est toujours pas indépendante. Oui, alors que moi, j'ai rien fait, j'ai juste aidé une dame. Elle m'a dit tiens, j'ai un terrain dans la montagne. Et ça, des gens comme ça qui ont un terrain dans la montagne, ils savent même pas que c'est à eux. Ils le vendraient pour une bouchée de pain, ou même ils veulent juste s'en débarrasser, ou même t'y irais pendant 20 ans faire tes exploitations agricoles dessus. Personne serait au courant, parce que le truc c'est tout en friche, quoi. La plupart sont en friche. Personne serait au courant, et voilà. Mais tu peux pas parce que c'est son terrain privé, à quelqu'un, on sait pas qui.
il est peut-être même pas au courant lui-même, mais c'est un terrain privé. Mais c'est voilà, il faut réutiliser les terrains. Il y en a des disponibles, mais comment savoir? Enfin, on prévient pas ça. Puis même, enfin, ça n'a rien. Ça me fait penser aussi au glanage, au fait de se nourrir des fruits dans la forêt ou quoi. Ça, c'était quelque chose qui se faisait. Aujourd'hui, c'est impensable presque. Enfin, à part, on va dans la forêt cueillir des champignons, mais avant, c'était normal de... Comment? Chaque bout de forêt est à quelqu'un maintenant. Mais oui, c'est ça aussi. Et... voilà. Enfin, c'est le... on peut plus manger dans la forêt. Voilà. C'est ce côté de propriété privée, tu vois. Vouloir propriété privée. Moi, je suis pas contre la propriété privée. Mais là, on est arrivé à un stade où ça veut rien dire, quoi. On était plus propriétaire, on jouissait plus d'un territoire dont le seigneur était propriétaire, qu'à une époque où aujourd'hui on a tous accès à la propriété privée, mais on n'a accès à rien en fait. Tu vois, alors qu'à l'époque on n'avait pas accès à la propriété privée, on vivait sur les terres d'un autre, qui était notre débiteur. Dès qu'on voulait faire quelque chose sur le terrain, il fallait qu'on lui demande, mais on avait plus la jouissance qu'aujourd'hui où la plupart des gens vivent dans des clapiers, dans des grandes villes. Oui. C'est terrible en fait de se dire ça. Un paysan du Moyen-Âge avait beaucoup plus d'hectares, pouvait jouir de beaucoup plus d'hectares que n'importe quel citoyen soi-disant libre de notre époque. Et puis on était moins nombreux. T'as même pas. Aujourd'hui, on est là, on dit ouais, la propriété privée, mais t'as même pas ton appartement. La plupart des gens, ils sont là à se payer un appartement dans une grande ville, à Lyon ou à Paris, qui coûte une blinde, qui ne leur appartient même pas. Et on était là, c'est fantastique. Regardez la propriété privée, on a vendu ça comme si c'était génial. Alors qu'à l'époque, le seigneur, il avait la terre, mais tu cultivais tes légumes, tu faisais ce que tu veux. T'avais cette liberté-là. Aujourd'hui, c'est... Moi, je suis convaincu. On parle je suis convaincu, de l'ancien, de... Mais les gens ne connaissent pas. En fait, les gens ne savent pas. Oui, les gens imaginent. Ils imaginent le seigneur qui est là avec son épée et qui dit toi la paysanne, tu vas passer dans ma couche, je te vole ta fille, le paysan, tu vois. Quelque chose comme ça, du genre je vais me taper ta fille et puis t'as intérêt à m'amener les 5 vaches que tu m'as promis la semaine dernière, sinon j'égorge ton fils. On imagine ça. On imagine vraiment ce Moyen-Âge ultra sombre, ce passé ultra sombre, voilà, où les gens se faisaient exploiter jusqu'à avoir les chines courbées. Pas du tout. Bon, après, il y a de tout, hein. J'imagine qu'il y a de tout. Tout n'était pas non plus facile, mais on a une vision monolithique que négative. Rien que dire mais ça c'est du Moyen-Âge, mais tant mieux si c'est du Moyen-Âge, c'est génial. Alors on pouvait respirer, on avait. Quand j'entends les jeunes qui me parlent de ça, tu vois, quand ils me parlent de la Révolution française, ils me disent la Révolution française c'était faite par le peuple pour abolir les privilèges des seigneurs et des trucs comme ça. C'est un peu plus compliqué, tu vois. J'essaye de lui dire. On lui a appris ça, que le passé c'était pas bien parce qu'ils étaient racistes, ils étaient homophobes, ils étaient transphobes. Genre, on t'apprend ça et dire voilà, le passé c'était pas bien à cause de ça. Il y avait des rois qui étaient très il y avait tout et d'autres qui avaient rien. Transsexuels, donc. Il y avait des seigneurs qui avaient tout et d'autres qui avaient rien, et les autres, le peuple il avait rien. Ils mangeaient c'est une fable. C'est la fable des bourgeois, la fable de la caste bourgeoise, quoi, qui a utilisé le peuple pour justement se mettre elle au pouvoir. Et le peuple est toujours dans la merde. Et c'est drôle. Et je pense que ce qui nous sauvera, tu vois, tu parlais du romantisme, c'est pas tant la rééducation, c'est pas tant d'expliquer, non mais attendez, de faire du débunkage, comme on dit, de dire, non mais attendez, le Moyen-Âge, ce n'était pas ça, ce n'était pas ça, ce n'était pas ça. C'est déjà accrocher les gens comme le romantisme par cette transcendance qu'on a perdue aujourd'hui, tu vois. Ce qu'il y avait dans le romantisme allemand, c'était les cheveux de la table ronde, la quête, le gentilhomme, la dame, tu vois, toutes ces idées qui aujourd'hui nous manquent, qui faisaient vibrer notre âme, tu vois, qu'on retrouve chez Tolkien, dans le Seigneur des Anneaux, tout ce qui vibrait notre âme, tu vois, ces histoires en fait. Et c'est par ces histoires-là qu'après tu te renseignes sur la véritable histoire. Et c'est là que tu dis ah oui, merde, c'était pas si éloigné des contes. Les arts martiaux, ouais, c'est un bon compromis parce que tu es confronté justement déjà à ce que c'est la violence, à la confrontation, face à face, à ce que c'est de recevoir des coups et en donner, et dans un cadre qui est notre cadre moderne, hein, le cadre où il y a un cadre plus ou moins légal, un cadre
voilà, je trouve que par exemple chez les Asiates, ils ont réussi à faire ça, à synchroniser ces deux cadres. Et on voit beaucoup, par exemple, de jeunes de banlieue qui ont énormément de violence en eux, qui font beaucoup de conneries. Puis d'un coup, ils tombent sur un prof de boxe, ils se mettent à la boxe, ils tombent sur un prof de boxe qui les maltraite, tu vois. Et tac, ils se rangent. Ou sur un prof de judo, un prof de karaté. Je sais pas si t'as vu ça, t'as vu ces histoires, je pense, 10 000 fois. Oui, du jeune de banlieue, oui. Du jeune de banlieue qui est un bon à rien, qui fait chier tout le monde, qui est vraiment la petite raclure, et puis il se met aux arts martiaux, il dit ouais, je vais être un caïd, je vais être un tueur. Il y a le maître des arts martiaux, il le démonte comme ça, et puis tac, illumination, et là, il devient une force tranquille. Après, il y a une histoire un peu peut-être de figure paternelle. Il y a la figure. On a besoin on vit dans une société maternelle. Un père qui, je sais pas. Non mais c'est totalement vrai ce que tu dis. On vit dans une société maternelle, l'État nous materne, il n'y a plus la symbolique du père n'existe plus, la confrontation à l'extérieur et à la violence n'existe plus. Donc du coup, on vit dans une société adolescente, en perpétuelle crise d'adolescence, qui justement a des crises, des poussées de violence, des montées de violence comme ça, comme les ados, et qui est incapable de se contrôler. Alors que le passage à l'âge adulte, c'est quand tu te confrontes à la réalité, à la violence du père, symboliquement à la mort, tu vois, c'est ce qu'on appelle le rite de passage chez les jeunes garçons, qui existait sous forme de service militaire, mais qui existe chez d'autres. À l'époque des chevaliers, c'était l'adoubement, voilà. Chez les Indiens, c'est autre chose. Tu sais, il y en a qui se jettent d'une structure, qui font une espèce de sol élastique. Il y en a plein qui font des trucs de 10 000 façons. Dans toutes les peuplades, ça existait, ce rite de passage, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Un rite de passage. Comme ça, oui, les rites et les rituels qui sont liés aux traditions, c'est important. La MHE, appellation Arts Martiaux Historiques Européens, c'est une fédération, et la fédération, suite à la condamnation, a voulu me radier, a nié que je faisais partie de la fédération. Ah oui, d'accord. Ils ont voulu complètement m'invisibiliser, en fait. Mais en quoi ils ont le droit de faire ça? En rien du tout, c'est parce qu'ils avaient peur. Oui, c'est ça. Voilà, ils avaient peur, donc ils se sont dit... Ils ont voulu, on n'a rien à voir avec ce mec. Enfin non, mais ça c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est grave. On en est... il y a une personne qui fait ce sport pareil que moi, mais je suis pas d'accord avec lui. Il faut absolument... Enfin, ça, c'est fou, quoi. Enfin, ça même va, la fédération, je vais manger des radis, lui il a mangé des radis, je me désolidarise de lui. Enfin non, mais on est un truc n'importe quoi là. C'est terrible. C'est terrible. Même le kendo, la fédération de kendo a voulu me radier. Ah ouais, non mais du coup ça, personnellement, enfin je sais pas, c'est un peu brusque, un peu. Bah, ça me choque. Moi je m'en fous, je fais quand même mes trucs, mais ça me choque quoi qu'ils en arrivent là. Bah oui, non, enfin ça n'a rien à voir. Je sais pas, mais tout de suite il faut prendre ses distances. Je me désolidarise de ses propos, Après c'est sur des milieux un peu diversitaires, donc un petit peu. Et comme on m'a mis l'étiquette extrême droite, et ben il fallait que boum. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'extrême droite. Non, c'est ouais. J'aurais dit un truc de gauche, ou peut-être qu'il m'aurait fait. J'en sais rien. J'en sais rien, mais bon. Comme j'ai dit mon joie Saint-Denis, oh mon Dieu, peut-être que ça a un lien avec l'extrême droite, du coup, les arts martiaux médiévaux, un peu dans le genre. Ouais. C'est un lien, mais ils l'ont pas compris, le lien. Ils l'ont pas intégré. Oui, l'honneur, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai, ça m'étonne pas. C'est aussi une question, le fait d'institutionnaliser un peu, de fédérer. Enfin, il y a du bon dans les fédérations de sport, mais il peut y avoir ça. Les fédérations, elles sont pas du tout autonomes, du coup. Enfin, elles sont phagocytées politiquement, quoi, déjà. Et puis surtout, voilà, ils sont redevables de toutes les institutions, de tout l'État, de tout. Donc forcément, il faut qu'elles fassent le ménage. Même qu'ils ont été appelés en disant ouais, votre fédération, je veux bien, mais alors si c'est pour avoir des mecs comme ça dedans, voilà, et qu'ils ont été peut-être menacés, tu vois. C'est possible, hein. Ouais. J'avais pas pensé à ça, mais... C'est impressionnant. On n'imagine pas toutes les répercussions, mais qui viennent vraiment d'en haut, par escalier, par phénomène d'escalier, qui descendent jusqu'en bas, dans des choses qui n'ont aucun rapport. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Enfin, en dehors du fait de continuer, tu continues, etc. Mais comment dire, pour s'imposer, enfin, je veux dire, imposer le fait qu'on ait le droit de faire
n'importe quoi, n'importe quel sport et d'avoir n'importe quelle idée politique quand même. C'est pas ça le concept théoriquement de la démocratie qu'on nous a vendu. Enfin, j'en sais rien. C'est ça, mais que dans un sens. Que dans un sens. Enfin, d'avoir les idées qu'on veut, de dire. Enfin, je sais pas. Enfin, après il y a les idées. Après il y a l'acte de la gifle qui a été condamné. Mais bon, là clairement, si c'est des liens avec l'extrême droite, non, on veut pas. À la base, je sais pas, ça va, on n'est pas en train de. Ils ont même pas osé le nommer. Pourquoi en fait? C'est-à-dire qu'ils sont tous pris d'un délire, genre mon Dieu, mais il a jamais fait partie de la fédération, c'est pas vrai. Il est pas instructeur, c'est pas ça, ça représente pas notre fédération, ça représente pas notre pratique est apolitique. Enfin voilà, ils ont dénoncé dans tous les sens, sans jamais nommer dénoncer, tu vois. C'est logique en fait. En vrai, c'est logique, hein, mais ouais. C'est de la et du coup, comment dire, il faudrait imposer le fait qu'on ait le droit de faire un sport et le droit de penser ce qu'on veut, enfin je sais pas comment t'expliquer. C'est intéressant ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est super intéressant. Parce que tu as dit, il faudrait imposer le droit que. J'ai dit ça, je sais plus ce que je dis. Non mais j'ai dit ça. Ouais, t'as dit, il faudrait imposer le droit que. Bon, je sais plus ce que je raconte. Ouais, mais t'avoues que c'est quand même marrant. Mais parce que on en est tous victimes, mais c'est instinctif. On dit il faudrait imposer le droit que. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est ça cette idée de on impose le droit que on peut faire ce qu'on veut. En fait, non, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Oui, d'accord, j'entends. Ah oui, je comprends. Toi, tu prends le droit, et moi, j'ai envie que on légifère en ma faveur. C'est ça. Voilà, je veux dire, tu as envie d'imposer. Mais en fait, tu dis si j'impose le droit qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est un peu mon problème. C'est qu'ils ont imposé le droit que les arts martiaux c'était laïque, c'était libre, c'était machin, c'était apolitique. On a imposé que c'était ça, et c'est pour ça qu'il faudrait me radier. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on a la liberté de faire ce qu'on veut. Et toi, tu donnes la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres, tout ça. Exact. Ça, en fait, forcément, ça implique autre chose. Alors que si tu laisses faire les gens, ils font ce qu'ils veulent. Vouloir imposer la liberté, en fait, c'est tout simplement dire vouloir l'imposer, mais dans un sens. C'est-à-dire que si par exemple dans mon club d'arts martiaux, je vais pas obliger les gens à être catholique ou je sais pas quoi, mais que je veux lui donner une petite dimension spirituelle, moi je risque d'avoir des emmerdes, tu vois. On risque de me dire oh là là, mais le sport il est censé être laïque, nanana. Donc on risque de me l'interdire. Oui, alors t'as beaucoup d'interviews, enfin je sais que dès ta sortie de prison t'as été demandé et... J'en ai encore un petit peu là j'ai une interview pour un média hongrois écrit. Ah oui, donc, et tout à l'heure tu parlais d'un japonais aussi. Ouais, le japonais, mais il est venu carrément à la maison, lui, pour m'interviewer. Mais c'est un média japonais qui... Ouais, c'est le Asahi Shimbun, le premier quotidien japonais qui est venu pour m'interviewer, ouais. Et j'étais surpris. Ouais. Sur la gifle. Et j'étais surpris qu'il avait une connaissance, parce qu'il m'a posé des questions, il avait une très bonne connaissance du mouvement des Gilets jaunes, de tout ça. Il avait un très bon... C'est super. Ouais, il savait très bien de quoi il parlait, en fait, hein. Et tout ce qui lui surprenait un petit peu, c'était voilà, vos côtés. Alors vous êtes royaliste, mais en même temps vous giflez le roi. Alors là, il a fallu que je lui explique. Ah ouais, la hiérarchie. Il a fallu que je lui explique. On est français aussi. Il a la hiérarchie à la française. D'accord, et donc interview avec des Hongrois et... Voilà, et puis beaucoup de médias alternatifs. Il y a BFM TV, après que je suis passé à TPMP, qui a plus voulu me rappeler. Surtout qu'en fait, il voulait que j'y aille la semaine quand j'étais sorti de prison, et j'aurais dit non, mais je passe une semaine avec ma famille, et ensuite, je répondrai aux interviews. Et eux, ils voulaient que le soir même, je sois sur le plateau. Je sais pas si tu as vu BFM TV, je sais pas si tu as vu mon interview. En sortant de prison, ils m'ont interviewé, justement. Non, je l'ai pas vu. Il est plutôt bien réussi, j'avoue que j'en suis plutôt fier. Pour un interview en sortie de prison, non, il était plutôt bien, hein, vraiment. Et il voulait après le soir que je passe sur le plateau télé, et moi franchement j'avais pas dormi, on m'avait réveillé sûr. C'est fait exprès, enfin. Voilà. Et donc j'hésitais à y aller, puis moi j'ai refusé, puis je suis allé à TPMP plus tard, où c'était bon un peu
le fameux plateau qu'on connaît bien. De toute façon, je savais où j'allais. Donc, sinon, à la télévision, dont j'ai pas fait plus que BFM TV à la sortie de prison et quelques médias régionaux aussi. Mais voilà, non, vraiment télé, donc j'ai fait que ça. Ouais. Ok. Non, bah c'est bien si. Enfin, c'est bien que tu accordes des interviews et je pense qu'il faut que tu puisses donner la parole que tu as eue ce soir. Bah c'est le minimum. Si je vais pas prendre l'Elysée avec les armes, c'est le minimum au moins que j'exprime ce que j'ai voulu exprimer par ce gif. Parce que je pense que beaucoup de gens se reconnaissent. Oui, c'est ça. Il faut fédérer les gens, voilà. Leur donner du courage, de l'envie. Voilà. Ouais. Et puis j'essaierai de faire quelque chose sur Internet, peut-être lancer des lives, lancer des vidéos. Je sais pas encore exactement. J'essaie de récupérer déjà mon matériel qui est à la prison, qui est réquisitionné par la gendarmerie, et puis après je vais voir.